Bonjour et bienvenue dans ce 12e épisode des vidéos Bazinga. Je reviens après une longue interruption, mais maintenant les choses vont reprendre leur cours de façon un petit peu plus normale, donc vous pouvez vous attendre à avoir de nouvelles vidéos de jeux de façon beaucoup plus régulière. Pour la reprise, je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle Food Chain Magnate. Voilà la boîte, look des années 50. Le principe du jeu, l'idée du jeu est de gérer une chaîne de fast-food et de la faire croître et prospérer en multipliant les magasins, tout simplement. Donc le jeu est un jeu pour 2 à 5 joueurs qui est assez long, il est indiqué sur la boîte de 2 à 4 heures et effectivement c'est cohérent avec ce que j'ai pu faire. Le jeu est un jeu Splotter. Alors pour ceux qui, c'est le nom de l'éditeur, Splotter Games. Pour ceux qui ne connaissent pas Splotter, c'est un éditeur néerlandais qui fait des jeux qui sont en fait traditionnellement en petites séries et qui sont publiés au moment du Salon des Scènes et vendus directement à SN. Suite au succès de leur dernier jeu à partir d'Antiquity en gros, les jeux ont été disponibles ensuite dans le circuit de distribution normal et on peut les trouver en boutique, celui-là en particulier. Les jeux ont vraiment eu beaucoup de succès. Ce sont des jeux très particuliers parce qu'ils sont de règles relativement simples, mais sans hasard aucun et très fouillés en termes de possibilités. Donc ce sont des jeux qui sont vraiment pour les amateurs de jeux denses. Donc on va faire un petit tour du côté des règles comme d'habitude, je vais tout vous présenter et puis vous faire une présentation des concepts de base et du matériel et puis je reviens pour l'avis tout à l'heure. À tout à l'heure. Nous allons commencer par faire le tour du matériel qui est fourni avec le jeu. Donc voici la boîte. Vous pouvez voir le type de graphisme qui a été utilisé qui ressemble à celui des années 50. Si vous avez aimé American Graffiti, vous êtes complètement dans le thème. Voilà, et on retrouve ça un peu partout. Donc ici, vous avez les différentes pièces en bois qui permettent de montrer ce qui est produit. C'est-à-dire ici, vous avez des hamburgers. Ils ont tous des formes et des couleurs différentes. Donc on a 5 productions différentes, les burgers, les pizzas, et pour les boissons, jus de fruits, bière et soda. Les éléments en bois peuvent être utilisés de différentes façons dans le jeu. Ils ont un sens différent, suivant qu'ils sont disposés sur les restaurants, les maisons ou les éléments de marketing. Je vous expliquerai exactement comment ça se passe. Ici, vous avez le cœur du jeu. Donc, ce sont toutes les cartes qui représentent des employés, avec leurs fonctions et leurs couleurs. Donc là, ils ont été à peu près classés tels qu'ils sont dans l'arbre de technologie, puisqu'en fait, ils ont des possibilités d'évolution professionnelle qui représentent elles-mêmes un arbre technologique. Ici, vous avez les tuiles qui vont faire le plateau de jeu, qui sont déplacées alternativement, au hasard, pardon, dans le jeu sur le plateau. Et voilà une disposition qui a été mise pour 2 joueurs. Pardon. Donc c'est une grille 3-3. On met au hasard les tuiles dans leur orientation et dans leur disposition. Et puis ça constitue le plateau de jeu. C'est un des seuls éléments variables du jeu, puisque c'est là que va se trouver les différents emplacements. Pour les restaurants, pour les maisons, et donc et les routes aussi, qui ont un rôle très important à jouer. Ici dans les cartes, vous avez un échantillon de ce qui s'appelle les milestones, donc les jalons. Donc en fait, c'est un élément central du jeu. Dès qu'un élément de jeu va avoir lieu, ça déclenche l'obtention pour celui qui le fait donc d'une carte jalon et qui donne éventuellement un avantage, une sorte de pouvoir spécial dans le jeu. Donc il y en a un bon paquet. Et en fait, elles sont en nombre multiple pour la bonne raison que le premier qui les obtient laisse aux autres joueurs
le tour à venir pour les obtenir également. Donc ça crée une dynamique quand quelqu'un fait quelque chose pour la première fois. Si c'est un élément qui fait partie de votre stratégie, il faut absolument le faire dans le même tour. Sans ça, à la fin du tour, l'opportunité, la fenêtre est passée et les cartes sont rangées. Donc cette fois-ci, vous ne pourrez plus l'avoir. Alors, voilà quelques-uns. Toujours le même type de graphique. Vous pouvez voir que les cartes sont vraiment de très bonne qualité. Ce sont des vraies cartes à jouer qui ont été faites et elles sont très colorées et bien illustrées. Pour ce qui est de la map, effectivement, on peut imaginer qu'ils auraient pu ajouter des textures, des choses comme ça. C'est vraiment l'élément le plus anodin du jeu et qui est vraiment très très austère et le moins réussi. Pour le reste, tout est quand même vraiment bien. Alors ici, vous avez des pions, aussi des tuiles qui représentent les maisons qu'on peut construire, ainsi que les différentes campagnes de marketing qu'on peut faire. Ici, le papier, la monnaie papier, qui est fournie avec le jeu. Moi, la mienne est toujours restée emballée parce que j'utilise toujours des pions de poker plutôt que ça pour l'argent. C'est plus facile à utiliser. Dernier élément, l'aide de jeu qui ressemble à un menu. Il y en a en allemand et en anglais. Et qui reprend toutes les phases du jeu. Et surtout, à l'intérieur, voilà, l'arbre de technologie, entre guillemets, constitué par les évolutions professionnelles et qui montre surtout la relation qu'il peut y avoir entre les différentes fonctions et les pouvoirs qui vont avec. Donc ça, c'est vraiment le cœur du jeu avec les milestones. C'est la façon dont vous allez faire évoluer votre personnel à l'intérieur de l'organigramme. Parce qu'en fait, quand vous embauchez quelqu'un, il est forcément dans les positions qui se trouvent ici, avec la petite flèche, qui sont les positions d'entrée dans l'organisation. Et ensuite, c'est en les formant que vous allez pouvoir les faire évoluer vers d'autres postes qui donnent d'autres capacités de jeu. Vous noterez que vous en avez certaines comme celle-ci, qui est vraiment importante, puisque elle est la seule à ouvrir tout un pan de l'arbre, hein, puisque là, vous voyez, avec les flèches, la façon dont ça se passe. Donc, c'est extrêmement important d'embaucher ce type de personnel-là, puisque lui, il ouvre toute une série de postes qui sont utiles pour faire évoluer vers la fin de partie. Voilà. On a fait le tour de tout. Je vous montre différents éléments. Il faut quand même pas mal de place pour jouer à ce jeu parce que les cartes, là notamment, prennent pas mal de place. Même si, comme tout le monde a l'aide de jeu, on n'est pas obligé de les étaler pour reconstituer l'arbre, c'est quand même pratique parce que on peut tout à fait envisager que ça permet de voir, quand on l'a fait de cette façon-là, ça permet de voir quelles sont les cartes qui sont encore disponibles puisqu'elles sont en nombre limité. Donc évidemment, il faut mieux toujours le savoir. Donc voilà, maintenant, nous allons passer à une explication des règles phase par phase. Donc la première phase du jeu, comme indiqué sur l'aide de jeu menu, c'est la réorganisation. Alors pendant cette phase, c'est très simple. Les joueurs vont sélectionner dans leur personnel, faire 2 piles face cachée et décider laquelle de ces 2 piles sera le personnel qui est dit à la plage, c'est-à-dire non actif, et celui qui travaille dans la deuxième. Ensuite, ils révèlent simultanément leur pile de personnel qui travaille et ils vont l'organiser de façon à faire un organigramme de la société. Donc en fait, tout doit être basé sur vous, c'est-à-dire le PDG. Vous voyez qu'il a la capacité d'encadrer 3 personnes. Et son pouvoir personnel, c'est de pouvoir
embaucher quelqu'un. Ensuite, vous pouvez, par exemple, je vais vous simuler rapidement un organigramme. Vous voyez que ici, vous avez donc le manager, le PDG tout en haut, un manager de bas niveau qui a la capacité, lui, de former 2 personnes, un formateur dont la capacité est de former une personne, et par exemple, ici, une recruteuse qui, elle, peut engager une personne, c'est son pouvoir, et puis, ici, puisqu'il peut en manager 3, voilà, reconstituer un organigramme basique tel qu'on pourrait le trouver en début de partie avec du personnel. Donc il faut toujours qu'une personne soit managée par quelqu'un qui en a la capacité, et tout le monde doit au final dépendre du PDG. Vous remarquerez aussi qu'il y a quelques employés particuliers pour lire les cartes. J'en prends une très particulière aussi. Vous avez ceux qui ont la flèche, c'est-à-dire les postes d'entrée d'organigramme. Donc on est obligé de les embaucher à ce niveau-là, et ensuite on les forme pour les faire monter en compétences. Vous avez également ici indiqué quel est l'emploi vers lequel on peut les former. Donc quand il y en a un, il n'y en a qu'un seul, mais ici vous voyez que celui-là a la possibilité d'être formé à 3 emplois différents. Quand on le fait, eh bien, il suffit de former la personne et de changer la carte. On va le voir après. Ensuite, ici, vous avez un très particulier, vous avez sa capacité de management qui est assez importante puisqu'il peut avoir 10 personnes qui lui reportent. Et lui, en revanche, il est unique, c'est-à-dire qu'il ne peut y en avoir qu'un en jeu, à un instant donné pour tous les joueurs. Et lui a besoin d'un salaire. C'est-à-dire qu'il y a une somme de 5 $ qui doit lui être payée à chaque tour, sinon on doit le renvoyer. Le problème, c'est que si on le renvoie, on ne peut pas le rembaucher tant qu'on n'a pas fait un manager en entrée et lui avoir fait toute la formation pour le reprendre. Donc, il faut faire très attention à être en mesure de payer ses employés. Alors, évidemment, tous les joueurs, tous les employés sont payés, sauf que je pense que pour un choix de gameplay, ils ont décidé pour tous les employés de base de considérer que leur salaire, ça fait beaucoup moins de choses à gérer que de devoir récupérer de l'argent et les payer pour tout ce qui est emploi de bas niveau. Donc en fait, de façon abstraite, ils sont payés, mais on ne s'en rend pas compte dans la gestion à haut niveau qui est la gestion du PDG. Alors que pour les emplois les plus prestigieux, là en fait c'est géré, donc ça permet d'alléger la gestion du jeu. Donc voilà comment se déroule la réorganisation. On le fait à chaque tour. Il peut y avoir des employés qui ne travaillent pas. La deuxième phase est très simple et très rapide. Elle consiste à réorganiser l'ordre du tour qui se trouve ici. Chacun a un pion avec son logo d'entreprise et va pouvoir se repositionner où il veut sur l'ordre du tour. On n'est pas obligé d'être premier, on peut choisir. Le premier joueur à se positionner peut choisir de se mettre en dernier, c'est pas un problème. Alors pour déterminer dans quel ordre ça se passe, on regarde le nombre de positions ouvertes en termes de management dans l'organigramme. Ici, vous voyez que le CEO, donc le PDG, a la capacité d'encadrer 3 personnes. En fait, là, il n'en encadre effectivement que 2. Donc, et lui, en dessous, il peut encadrer 2 personnes et il en encadre effectivement 2. Donc, la seule position qui est libre, c'est celle qui devrait se trouver ici. Donc, lui, par exemple, de cet organigramme-là, il y a une seule position
ouvertes. Chacun fait la même chose de son côté, et celui qui en a le plus de positions libres, non managées, est le premier à se positionner. En cas d'égalité, évidemment, on reprend l'ordre du tour précédent, si jamais, pour faire le tie-break. Donc voilà comment on réorganise l'ordre du tour. Il n'y a pas de hasard dans le jeu, le seul hasard, c'est l'ordre du tour du premier tour, puisqu'il n'a pas été fixé, et la disposition de la carte. Pour le reste, tout est fait suivant la procédure et il n'y a absolument aucun hasard. La troisième phase, comme vous pouvez le voir, c'est la phase des heures d'ouverture, et là, c'est une phase importante puisqu'il y a beaucoup de choses qui s'y passent. C'est rappelé sur l'aide de jeu, mais vous avez 6 éléments. La première, c'est le recrutement. Donc, dans l'ordre du tour, comme évidemment à chaque fois ça doit être fait, le joueur va recruter quelqu'un. Pour ça, il faut avoir des employés dans son organigramme qui ont la capacité de recruter. Donc, il y a par défaut toujours le PDG qui a la possibilité de recruter, et puis éventuellement des employés qui sont en mesure de le faire. Donc, quand c'est comme ça, on prend les cartes dans la pile libre, et évidemment, on recrute toujours des personnes qui sont en bas de l'échelle, donc avec la flèche, et qui vont pouvoir ensuite évoluer éventuellement. La deuxième phase, c'est celle de la formation. Donc ici, il faut avoir un employé ou des employés en mesure de former une personne. Former, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la faire évoluer d'un cran dans l'organigramme des fonctions qui sont ouvertes. C'est-à-dire qu'une personne, par exemple, qui se trouve ici, le garçon de course, si vous le formez, eh bien vous le transformez en conducteur de chariot, et donc d'avoir le nouveau pouvoir qui est le sien, la nouvelle capacité professionnelle qui est la sienne. Ici, vous pouvez voir qu'effectivement, des fois, on peut faire évoluer quelqu'un dans une position où il va falloir lui payer son salaire effectif, ou son sursalaire, puisque a priori, ils sont quand même tous payés malgré tout. Donc il faut faire attention d'avoir suffisamment d'argent, puisque la paye va avoir lieu un peu plus tard. Après, vous avez les campagnes de marketing. Les campagnes de marketing, c'est particulier, puisque c'est ainsi que vous allez créer la demande. Le principe fondamental de Food Chain Magnet, c'est que la demande, il faut la créer par du marketing, donc susciter l'envie chez les gens de consommer un produit, un des 5 produits que la chaîne est en mesure de proposer. Et ensuite, cette demande, elle va être satisfaite ou non par les joueurs qui sont sur la carte. L'idée centrale, c'est que vous pouvez créer de la demande, mais ce n'est pas vous qui choisissez, les clients ne vous appartiennent pas. Ce n'est pas parce que vous faites la promotion d'un produit, mais pas de votre chaîne. Donc, un concurrent pourra très bien satisfaire une demande que vous avez créée. Et donc, vous volez des clients. Donc, pour faire du marketing, on doit avoir un employé, voilà, tel que celui-là par exemple, qui est capable de faire du marketing. Ici, lui, il peut faire un panneau d'affichage. Il y a différents types de marketing. Donc, effectivement, le panneau d'affichage, des gros panneaux comme celui-là, que l'on place vraiment face aux maisons. Donc, c'est vraiment très, très intrusif comme marketing. Donc là, vous avez un panneau, hein, et il crée une demande qui est adjacente à la maison. Vous avez aussi des campagnes qui sont faites par courrier, du mailing. Donc là, vous avez une boîte aux lettres. Quand vous la placez, eh bien, en fait, elle est en mesure de créer de la demande, hop, ici, pour tout le pâté de maisons délimité par les routes. Voilà. Donc toutes les maisons qui vont se trouver dedans vont se voir créer avoir une demande pour le produit en particulier. Alors, et puis ensuite, on monte en gamme. Vous avez des campagnes de radio, des campagnes d'affichage par avion. Et donc, voilà, c'est comme ça que vous allez pouvoir
créer de la demande. Alors, la radio, voilà. Donc la radio, elle, quand la tuile est posée, on pose la tuile sur une case qui est libre, hein, c'est-à-dire où il n'y a ni restaurant, ni maison. Et elle va influer la tuile sur laquelle elle se trouve, enfin les maisons qui sont sur la tuile où elle se trouve, ainsi que les tuiles qui sont autour. Donc c'est très puissant. Donc ça, voilà. Par exemple. Et puis vous avez donc les avions, la publicité par exemple, qui elle va intervenir, voilà, avec des appareils comme ça qui ont des banderoles. Et puis vous allez les mettre sur le côté et elle va influer toute la bande de territoire survolée par l'avion. Alors comment se manifeste la campagne? Eh bien, c'est très simple. Suivant le pouvoir de celui qui crée la campagne, elle va durer un certain nombre de tours. Et elle va créer de la demande, par exemple. Et donc, pour un produit, donc vous choisissez, ici par exemple, je mets des hamburgers sur, ici, la campagne de mailing dans la boîte aux lettres. Et j'en mets 2. Imaginons que ce soit une campagne qui va durer 2 tours. Hein, la capacité, par exemple, de celui-là, elle est indiquée ici. La durée est de 2 tours. Donc on met 2 pions, et ces pions vont ensuite, quand on va faire se dérouler la campagne plus tard, on va le voir, avoir un effet sur le jeu. Voilà comment ça se passe pour faire du marketing. Vous avez un personnel. Ce personnel, si la campagne dure plusieurs tours, vous allez le sortir de l'organigramme, parce qu'en fait, il va continuer à travailler de façon récurrente pendant le temps qu'il faut. Il va réintégrer l'organigramme une fois que la campagne sera finie, il pourra en faire une nouvelle. Et donc, vous choisissez le type de campagne, mais vous voyez que ici, vous en avez un qui est plus puissant, et lui, il peut aller jusqu'à la campagne par avion. Et donc, vous choisissez le type de campagne suivant les capacités de votre marketeur, la durée, le produit qui est promu, c'est-à-dire, vous mettez les pions correspondant dessus dans la quantité qui correspond. Donc voilà comment se passe le travail du marketeur. Ensuite, il y a la capacité, la phase suivante, c'est d'aller chercher à manger, enfin de l'approvisionnement. Et donc pour ça, les boissons sont récupérées par un trajet, hein, par ceux qui sont en mesure de le faire. Par exemple, celui-là. Voilà, il peut récupérer 3 boissons de chaque source sur une route. Les sources, ce sont ces cases-là. Vous voyez ici, jus d'orange, la bière et le soda. Et il va prendre 3 pions à chaque fois et les ramener au restaurant. Donc, il permet de faire l'approvisionnement. Il doit faire un circuit qui part du restaurant et puis récupère un certain nombre de pions en passant, ici vous voyez la distance par route jusqu'à 3 tuiles, c'est-à-dire qu'il peut changer de tuile. Il n'a pas le droit en revanche dans son circuit de faire demi-tour, donc si vous voulez faire une boucle, il faut vraiment que vous puissiez faire la boucle physiquement en suivant le tracé des routes. Attention, il y a des endroits où vous voyez ici, il y a un pont, donc ça n'est pas un croisement simple, on peut passer que dans un certain sens. Ensuite, la fin du tour s'approche. Vous avez la capacité de placer des nouvelles maisons ou des jardins. Ça, ce sont certains types d'employés qui sont en mesure de le faire, comme lui. Voilà. Et donc, potentiellement, lui va créer des nouveaux clients. Donc ici, par exemple, vous avez des tuiles avec des maisons avec jardin, et vous les placez sur des cases libres. Donc petit à petit, le plateau de jeu va se charger de clients nouveaux qui vont être en mesure de dépenser leur argent dans votre établissement. Enfin, la dernière phase, c'est le placement de restaurant ou le déplacement de restaurant, c'est-à-dire que vous avez la possibilité, avec certains types d'employés de haut niveau, de créer des nouveaux restaurants, voilà, et de les positionner sur la carte. Alors vous avez toujours ici dans l'angle un endroit qui indique l'entrée et la sortie et qui doit être, lui, à proximité de la route.
quand on pose le restaurant sur la table. Donc voilà, là, une fois que vous avez fait toutes ces phases, vous avez fait la journée de travail, vous avez recruté du personnel, vous l'avez formé, vous avez été faire votre approvisionnement, vous avez lancé des campagnes marketing et vous avez éventuellement de nouveaux clients et de nouveaux restaurants. Donc maintenant, la phase suivante, ça va être la phase où justement les clients vont venir chez vous éventuellement. Dans la quatrième phase, les clients vont aller manger. Pour cela, il faut qu'ils aient envie de sortir de chez eux et ne pas faire la cuisine eux-mêmes. Et pour ça, il faut avoir suscité chez eux une demande par du marketing. Je vous ai montré tout à l'heure que, en fait, c'était quand les marketeurs lançaient des campagnes avec un certain nombre de produits. Donc en fait, ici, vous avez l'illustration des 3 fonctions que peuvent avoir un pion sur les 3 éléments principaux. Sur du marketing, ça indique le type de produit qui est promu. Quand c'est sur un restaurant, ça indique le stock, c'est-à-dire ce qui est disponible dans le restaurant à la vente. Et quand il est chez un client, chez un habitant, ça représente la demande pour un certain produit qui a été faite par le marketing. Donc là, c'est l'heure du dîner. Vous avez ici un client qui a une demande pour un hamburger. Il se trouve que vous avez 2 restaurants qui sont à proximité avec aussi des stocks de hamburgers. Comment se fait-il, comment va choisir le client? Eh bien, le premier choix, on va déterminer le prix de vente du hamburger. Tous les produits ont un prix identique qui est de 10 $ par produit. Ce produit peut être modulé. Vous avez certains employés qui peuvent valoriser de façon plus importante le produit ici et d'autres qui peuvent le baisser. Donc vous calculez le prix pour chacun des restaurants, ce qu'ils proposent, le client va aller au moins cher. En cas d'égalité, parce que là par exemple, imaginons qu'il n'y a rien qui change, vous en avez 2 qui valent 10 tous les deux, puisque rien ne permet de faire la différence, eh bien vous allez regarder évidemment quel est celui qui est le plus proche. Et donc virtuellement, changer de tuile, ça fait 1 $ de différence de façon pour le prix du restaurant. Donc ici, vous en avez un qui coûte 10 et celui-là est à une distance supérieure, donc il coûterait 11. Ici, vous avez des maisons avec jardin, eux sont prêts à payer le double avec le jardin. Et donc, c'est à ce moment-là que vous allez satisfaire la demande, c'est-à-dire que ici, vous prenez un pion de demande, vous le satisfaisez avec ce pion-là, et donc, celui qui a fait la vente, c'est-à-dire cette chaîne-là, va percevoir de la banque 10 $. Enfin, le prix de vente, ici en l'occurrence, ça aurait été 10 $. Vous faites cela pour toutes les maisons dans leur numéro croissant. Le corollaire, c'est que vous allez avoir des maisons, des restaurants, pardon, comme celui-là, qui peuvent très bien se retrouver, parce qu'ils ont des prix très compétitifs, vides en premier, puisque tout le monde va aller chez eux, et ensuite, des restaurants plus chers, mais qui ont encore du stock, puisque c'est pas eux qui ont la priorité, qui vont vendre. Donc, voilà, le cœur du système, c'est de bien comprendre que vous créez une demande, mais que la demande que vous créez, elle ne vous appartient pas, elle pourra être satisfaite par un autre joueur qui se sera positionné par le prix ou par la distance de façon plus intéressante que vous. Donc c'est pour ça que c'est un jeu qui permet ce genre de manipulation. Il faut faire attention, suivant le stock également aussi, puisque si votre restaurant a tout vendu, eh bien ce sont les concurrents qui vont satisfaire la demande à votre place, que vous n'aurez plus rien à un moment. Voilà, donc c'est tout ça qu'il faut regarder à ce moment-là de la partie. La phase 5, c'est la phase de la paye, du jour de paye. Donc à ce moment-là, eh bien, tous les employés qui ont la liasse de billets sur leur carte de professionnels vont devoir être payés 5 $ par carte, qu'ils travaillent ou pas. Donc même si vous les avez écartés de votre organigramme, il faut bien sûr les payer. Si ce n'est pas le cas, il faut les renvoyer. Et il y a d'autres
cartes ou des milestones qui permettent d'avoir des réductions. Donc vous les appliquez évidemment et vous pouvez très bien éventuellement ne rien avoir à payer. Et malgré tout, c'est le moment où il faut faire le calcul. La phase 6, c'est la phase des campagnes de marketing. Donc là, c'est le moment où les campagnes de marketing sont résolues, c'est-à-dire où elles vont créer de la demande. Alors pour ce faire, c'est très simple. Comme d'habitude, elles ont tout un numéro, comme pour les maisons. Donc dans l'ordre croissant des numéros qui figurent sur les tuiles de marketing, vous allez convertir la demande, le pion qui se trouve dessus en demande. Donc là, par exemple, ici, il s'agit d'une campagne par courrier, donc qui affecte tout le bloc. Ceux qui ont joué à Carcassonne peuvent se dire que ça fonctionne exactement comme les champs à Carcassonne, c'est ce qui est déterminé, le bloc déterminé par les routes et le bord de la carte. Et donc, toutes les maisons qui vont se trouver à l'intérieur ici, par exemple, vont se retrouver avec de la demande. Donc ici, vous avez une demande de hamburger qui passe à cette maison qui se trouve dans le même bloc et qui va aussi aller à cette deuxième maison. Donc en fait là, 1 va se transformer en autant qu'il faut, mais en une autre demande ici. Bien sûr, les demandes sont cumulatives. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir un empilement, jusqu'à 3 demandes pour une maison normale et 5 pour une maison avec jardin. Donc voilà comment fonctionnent des campagnes, c'est très simple. Voilà, la campagne est vidée, on retire le pion. Et le marketeur qui s'en occupait redevient actif et pourra être utilisé pour lancer une nouvelle campagne au tour suivant. La dernière phase du tour, c'est celle de l'entretien, du nettoyage. Donc c'est à ce moment-là que l'entretien du jeu va avoir lieu. Les produits qui ont été fabriqués et qui ne sont pas vendus sont mis à la poubelle, sauf pour les joueurs qui disposent d'un congélateur qui est quelque chose obtenu dans les milestones. Donc eux peuvent le garder. Ensuite, on récupère toutes les cartes d'employés qui sont dans la main pour refaire au tour prochain l'organigramme. Et puis enfin, les milestones qui n'ont pas été faits qui ont été prises par un joueur ou plusieurs sont retirés du jeu puisque les milestones, la fenêtre d'ouverture dure un tour à partir du moment où un joueur les a prises. Donc voilà, et ensuite, eh bien, on recommence par la restructuration, c'est-à-dire l'établissement des 2 piles de ceux qui sont à la plage et ceux qui travaillent. Voilà comment se déroule le jeu. C'est assez procédural, relativement simple, sauf que dans les derniers tours, la complexité augmente parce qu'il y a beaucoup plus de restaurants, beaucoup plus de campagnes de marketing, beaucoup plus de demandes à gérer, mais fondamentalement, la façon de jouer est très simple. Vous créez de la demande elle est satisfaite ou non par ce qui est en stock dans le restaurant, et puis ça permet de gagner de l'argent et donc de faire croître son entreprise par le recrutement et la formation qui permet d'augmenter les pouvoirs. Voilà un petit peu comment fonctionne le jeu d'un point de vue d'avion. Le système est relativement simple. Voilà, maintenant je vais pouvoir vous donner mon avis sur le jeu. À tout de suite. Rebonjour, donc voilà venu le temps de mon avis et de mon analyse sur le jeu. Donc pour tout vous dire, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce jeu. Je suis fan des jeux Splotter de façon générale, mais celui-là est vraiment une très bonne réussite et ça se voit dans les ventes puisque d'après ce que j'ai compris, le jeu a déjà connu une réimpression qui est elle-même épuisée, et donc il va y avoir une seconde réimpression, c'est-à-dire qu'il y a eu 3 séries de jeux produits pour répondre à la demande. Bon, c'est dû au fait que le jeu est maintenant disponible dans un circuit beaucoup plus vaste que le simple Salon des Scènes, puisque on peut le trouver en boutique, mais ça montre aussi le succès qu'a connu le jeu. Il a été précommandé, alors que les règles n'avaient même pas été dévoilées, par de nombreuses personnes.
Donc c'est quand même la confiance qu'ont les joueurs dans les jeux Splutter, qui ont fait des jeux qui sont vraiment très très réputés et reconnus, comme Antiquity et Roads and Boats, ainsi que Indonesia. Donc ça, franchement, c'est très positif pour eux. Ils ont une réputation qui les précède et qui leur permet de vendre beaucoup. Pour revenir à Food Chain Magnate, le jeu est vraiment très réussi parce que les règles, vous avez vu, sont en fait relativement simples. La complexité du jeu vient de l'interaction avec l'utilisation d'une part de l'arbre, des postes possibles, qui est une sorte d'arbre technologique en fait, comme dans les jeux de civilisation, puisque chaque poste offre la possibilité d'aller vers d'autres pouvoirs plus puissants, d'autres capacités plus puissantes. Et donc ça, c'est intéressant, puisqu'il y a des choix à faire, et il y a des questions de timing, puisqu'il n'y a pas de hasard dans le jeu, donc on peut vraiment jouer sur ces choses-là. Le moment où on va faire former quelqu'un pour le gagner une capacité et pouvoir enchaîner derrière. Donc ça, c'est la première chose, ce côté management des ressources humaines qui peut être un petit peu rébarbatif, parce qu'en fait, on crée un organigramme, on le gère de tour en tour, on le fait évoluer, on engage du personnel, on le forme, et tout ça pour gagner des pouvoirs, en fait des capacités qui sont utiles au jeu. Mais c'est très très bien mené, très très bien réussi, et ça ouvre des possibilités parce que les pouvoirs sont vraiment, enfin les capacités professionnelles sont vraiment intéressantes, de faire des choses qui sont absolument sympas. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point qui est aussi extrêmement fort, c'est l'utilisation de la notion des milestones. Alors, je les ai pas montrés dans le jeu, si ce n'est leurs cartes pour quelques-unes, mais l'idée que il y a des pouvoirs qu'on peut obtenir, des pouvoirs supplémentaires qu'on peut obtenir, mais qui ont une fenêtre d'opportunité très limitée, puisque dès que quelqu'un est le premier à réaliser le jalon, eh bien, tout le monde, à la fin du tour, tous ceux qui auront réussi pourront le faire, mais ça va s'arrêter là. Après, il sera perdu, et donc le pouvoir associé sera aussi perdu. Ça met une pression importante, et ça oblige à faire des choix cruciaux de stratégie, et qui sont vraiment là au cœur de la réflexion que doit mener le joueur. Parce que vraiment, il va falloir faire des arbitrages, savoir quelle est la stratégie, puisque ça commence très très vite, dès les premières embauches, les premiers à faire des actions aussi simples que jeter de la nourriture pour obtenir le freezer, qui permettra de ne plus avoir rejeté à chaque tour, par exemple. C'est quand même quelque chose d'important, puisque ça va permettre d'avoir de la demande, enfin de pouvoir se constituer un stock, de ne plus pouvoir perdre à chaque tour. Donc, et ça arrive très vite, puisqu'il suffit de récupérer une boisson ou de faire un burger, et de ne pas avoir de la demande parce qu'il n'y a pas de marketing pour pouvoir le réaliser. Donc ça c'est très important, et donc ça commence très très tôt les jalons, et donc ça permet de mettre une pression et de diriger la partie et les choix des choix stratégiques que le joueur devra faire. Et ça c'est vraiment au cœur de la rejouabilité du jeu, puisque on va pouvoir essayer des tas d'options différentes dans tous les sens, puisque aussi il faut se rendre compte que tout ça est dépendant de la carte, de la façon dont ça va être, donc vous êtes placé, et de la façon dont les différentes maisons des clients sont réparties sur la carte, la géographie qui va constituée par les rues par exemple, et les pâtés de maison qui vont eux-mêmes dépendre, enfin conditionner certaines politique marketing, comme l'utilisation des boîtes aux lettres, du mailing, puisque ça se fait par pâté de maison. Donc tout ça, c'est votre analyse de la lecture de la carte, de la géographie entre guillemets du jeu, qui va aussi vous aider à faire les choix stratégiques sur les milestones que vous allez essayer de récupérer, et surtout les opportunités qui s'ouvrent par rapport aux autres joueurs de récupérer une milestone alors que vous êtes le seul en mesure de la récupérer, et donc le seul à avoir ultérieurement le bonus qui est fourni. Donc voilà, c'est vraiment les deux éléments, l'organigramme d'un côté et le système de jalons de l'autre, les milestones, qui donne tout son sel au jeu et qui en fait un jeu qui ne ressemble à rien d'autre, parce que sans ça, ça pourrait être du pick-up and delivery, puisque en fait
vous récupérez des ressources qui sont les burgers, enfin, ou les boissons, et ensuite les clients viennent les chercher au meilleur prix, suivant ce que vous faites. Donc c'est très élégant, et c'est très bien fait. L'un des points importants, amusant et essentiel du jeu, c'est l'idée que la demande ne vous appartient pas. Vous faites la promotion d'un type de produit et pas de votre marque. Et donc, parce que l'idée, à mon avis, des auteurs est de faire que quand vous faites de la promotion pour votre produit, et ben en fait, vous faites de façon plus générale la promotion du produit de tout le monde, et que si il est moins cher ailleurs, eh bien les clients iront ailleurs. Donc le fait que vous puissiez créer de la demande et que cette demande ne vous appartienne pas, et donc puisse aller dans d'autres établissements, fait que effectivement vous avez toute une incertitude sur la façon dont les gens vont aller manger quand ça va être le moment de le résoudre. Et donc c'est à ce moment-là que les ordres sont très importants, parce qu'il faut bien regarder les numéros des maisons sur la carte, de façon à voir les premiers qui vont sortir aller manger, et puis éventuellement savoir si vous allez plutôt préférer pas forcément vendre au premier client, mais attendre que vos concurrents aient vidé leur stock, enfin aient été dépouillés de leur stock par les clients, pour justement récupérer des clients éventuellement qui ont une demande, qui répondent à une demande, mais qui vont être obligés de payer plus cher parce que ils n'ont pas le choix, vous êtes le seul à encore en avoir. Donc il y a des tas de choses comme ça à considérer dans la façon de jouer, et ça c'est vraiment très très intéressant. D'un point de vue visuel, le jeu n'est pas extraordinaire, mais il est vraiment très très bien réalisé, il n'y a rien à dire. Franchement, quand j'avais vu les premiers retours sur SN des gens qui se plaignaient du graphisme, j'ai eu un peu peur, mais au final, je trouve que le jeu est très 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 correct. Le matériel est d'excellente qualité, donc il n'y a rien à redire à ce niveau-là non plus. Donc c'est vraiment quelque chose de réussi sur toute la ligne. Je pense qu'on va entendre parler du jeu, qui va avoir un succès peut-être bien au-delà des cercles habituels. Alors attention, le jeu est cher, puisque Splotter fait des petites séries, ce sont des petits tirages, c'est quelques centaines de boîtes à mon avis à chaque fois, peut-être au maximum 2000, et donc le jeu est relativement cher, parce que je crois qu'il est à 75 € dans les boutiques online, vous le trouverez aux alentours de... Voilà, donc c'est quand même quelque chose qui dépasse beaucoup les habitudes des joueurs, mais les jeux Splotter ont une capacité particulière à être de leur propre niche, donc c'est très particulier. J'espère que la vidéo justement va vous permettre de vous faire un avis si le jeu est susceptible de vous plaire, parce que un jeu de ce prix-là, c'est quand même relativement important de savoir où on met les pieds. Le jeu est long, et cher, donc ça ne va pas plaire à tout le monde et à tous les groupes. Il n'y a pas de hasard, c'est en fin de partie, le jeu, comme beaucoup de jeux Splotter, qui sont des jeux en général avec un soubassement économique, sont des jeux où la croissance est exponentielle. Au début, ça va assez lentement, puisqu'il faut créer le moteur du jeu qui consiste à produire et à faire les choses, mais sur les derniers tours, il se passe énormément de choses, et là, le système explose pour tous les joueurs, et donc ça devient assez long et complexe à gérer. Bon, c'est tout à fait à la portée de n'importe qui, le problème n'est pas là, mais il faut aimer ce genre de choses, parce que c'est très dense, et sur la fin, il y a énormément d'actions, donc c'est quelque chose sur lequel il faut être vigilant. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, et puis je vais vous retrouver régulièrement maintenant pour d'autres vidéos de jeux, donc j'espère que le rendez-vous va se repositionner de façon un petit peu plus régulière, puisque maintenant tout va bien, et le goût est revenu de refaire des vidéos. Voilà, au revoir.